bah, si le salarié a besoin, Étienne reste présent. S'il a besoin d'aller manipuler un troupeau ou s'il a besoin d'aller quelque chose, Étienne est là. Et ça, c'est une espèce de couverture qui m'a permis dès la première année de prendre 5 semaines de vacances, de m'occuper de ma famille et de pouvoir partir l'esprit libre parce que j'avais finalement le taulier qui était resté à la ferme et qui gérait en mon absence. Et je savais qu'il connaissait forcément la ferme, ça faisait 40 ans qu'il était là. Et donc ça, pour lui, il m'a toujours dit que pour lui, ça lui coûtait très peu. C'était très peu en termes de coût, de temps. Mais pour moi, c'était énorme. Vous voyez ce que je veux dire comme Oui, impact? oui, Parce oui. que je pouvais partir et être serein. Bien sûr. Ben, merci beaucoup, Pierre-Antoine, pour ce témoignage. On va passer à notre invité suivant, qui est Pascal Soularue. Pascal, vous êtes agriculteur cédant en Corrèze. Voilà, ben, je vous invite à ouvrir votre micro et allumer votre caméra si c'est possible pour vous. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quel était votre projet de transmission d'exploitation ? Pascal, est-ce que vous pouvez parler ? On ne vous entend pas. Que se passe-t-il ? Pascal Soularue, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Il doit y avoir quelque chose qui n'est pas activé sur votre ordinateur parce qu'on ne vous entend pas. Alors, en attendant que Pascal tente de résoudre son problème technique, peut-être je peux demander à Elsa ou Antoine d'essayer de voir avec Pascal. Je vais vous passer son numéro si vous pouvez essayer de voir avec lui pourquoi est-ce qu'on l'entend pas. Si tu veux, je veux bien, moi. Merci. Donc, est-ce que Martial Pouzet est parmi nous et on pourrait passer au témoignage suivant en attendant? Martial Pouzet, êtes-vous parmi nous? En attendant, je vais vous mettre le site de Pierre-Antoine dans Converser, comme ça. Oui, en Pierre-Antoine, Ça fera patienter. Ouais, un chouette site internet si vous voulez en savoir plus sur sa démarche. dans le chat. Intéressant. J'appelle M. D'ailleurs, Soulard. je tiens à citer quand même que dans le site internet, ça a été important pour nous de citer Étienne, voire même de le faire apparaître en photo et de montrer aussi le lien qui existe entre lui et nous, entre notre propriétaire et nous, le cédant et nous. Ça, c'est de cultiver ça, même après, une fois on a transmis, c'est une évidence. Si on peut reprendre une ferme, c'est qu'il y a eu 40 ans de travail avant au minimum, voire peut-être 200 ans. Oui, c'est ça, oui. Merci. Écoutez, je vous propose qu'on passe à Daniel Guilbault, qui est parmi nous, dont le micro et la caméra fonctionnent et qu'on puisse continuer. Voilà, en attendant que les deux autres personnes puissent se rendre disponibles. Daniel, merci d'être là. Vous êtes coach, médiatrice et consultante en relations humaines. La première question que je voulais vous poser, c'est quelle est votre mission sur le champ de la transmission? Alors, sur le champ de la transmission, j'interviens sous différentes formes. Ça peut être principalement actuellement donc, sous la forme de formation auprès de conseillers, agents de développement, qui sont des conseillers de transmission pour la plupart, et qui sont amenés à accompagner les cédants et les repreneurs dans le projet de transmission reprise. Et puis également de l'accompagnement directement auprès d'agriculteurs qui sont eux-mêmes donc dans ces situations de cessation d'activité, que ce soit en société ou en individuel.
Donc des démarches plus centrées sur les groupes qui sont concernés par la transmission. Très bien. Et quels sont les différents types de projets sur les transmissions que vous rencontrez? Alors, les différents types de projets, alors moi j'ai essentiellement travaillé sur des projets de recherche d'associés dans une société existante. Également aussi des projets de remplacement enfin, dans ces sociétés, c'est souvent des GAEC père-fils où donc le fils se retrouve seul à gérer après le retrait de son père. Ah, quelqu'un se plaint que mon son Oui, n'est pas assez fort. peut-être si vous je vais essayer de pouvez. faire comme ça. Ouais. C'est un petit peu mieux, effectivement. Merci de le signaler. Donc, projet de recherche d'associés dans des sociétés existantes avec remplacement d'un associé sortant qui prend souvent sa retraite. Donc, ça, c'est des situations où, en fait, le travail consistait d'abord à clarifier avec les associés en place quel était le nouveau projet. C'est-à-dire, est-ce que réellement c'était un associé remplaçant qu'on recherchait ou est-ce que c'était la recherche d'un salarié ou bien encore la restructuration de l'exploitation. Donc un travail de réflexion avec les associés en place et le sortant aussi, parce que souvent il a quand même son mot à dire. Parce que pour le sortant, c'est important de savoir est-ce qu'il y a un associé qui va rentrer et qui va reprendre mes parts, ou bien s'il n'y a pas d'associé qui rentre, comment ça se passe pour la reprise des parts sociales. Donc tout le monde est concerné. Et beaucoup de projets, en fait, familiaux, où en fait on se retrouvait confronté à un changement de culture très fort et qui n'était pas forcément chose sur mon écran là. Voilà. Oui, des changements de culture très forts, ce qui veut dire que quand on est en exploitation familiale, on n'est pas préparé en fait à l'idée d'accueillir un tiers et surtout à comprendre en fait ce que ça va impliquer au niveau de la famille. Donc il y a un gros travail de réflexion en amont à faire avec tous les membres de la famille concernés par cette transmission. Et quand on parle de transmission, on entend souvent dire qu'il y a des... Est-ce que c'est récurrent pour vous les projets où le cédant aurait du mal à laisser sa place? Oui, c'est récurrent, c'est-à-dire que en fait, on n'a jamais affaire à un cédant d'emblée. On a affaire à un agriculteur qui s'approche de la retraite, qui a passé toute sa vie sur son exploitation, et dans sa tête, il n'est pas encore cédant. Oui, voilà, donc c'est toujours difficile d'arrêter son exploitation à un moment donné, parce que pour tout un chacun, le jour où il va falloir prendre sa retraite, c'est quand même un grand virage à prendre dans sa vie. Et donc, il faut donner du temps pour mûrir cette idée-là, se préparer à une autre vie après la retraite et à accepter que l'exploitation elle puisse continuer sans moi et peut-être autrement. Donc, il y a un vrai travail de deuil à faire qui peut être long. Et le moment où un tiers arrive, ou soit un repreneur potentiel, soit un accompagnateur conseiller commence, on n'est pas toujours... Enfin, la réflexion, elle est plus ou moins avancée quoi, pour le cédant. Et vous qui avez accompagné un certain nombre de projets maintenant, quels sont les ingrédients de la réussite selon vous? Alors, les ingrédients de la réussite, selon moi, il y en a eu quelques-uns là que l'interlocuteur, le premier, j'ai oublié son prénom, je l'ai noté pourtant, mais oui, Pierre-Antoine. On a parlé aussi. Le temps, avoir beaucoup de temps. C'est-à-dire ne pas s'obliger à prendre des décisions rapidement, ne pas s'obliger à trancher si on ne sent pas les choses mûres, si on sent que ce n'est pas prêt, si on n'est pas à l'aise avec la décision qui est en train de se prendre, c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est accepter de passer du temps. Ce qui veut dire, c'est aussi pour ça qu'on demande aux exploitants d'anticiper beaucoup. Et quand on dit beaucoup, ce n'est pas 6 mois, c'est au moins 2 ans, voire plus, 5 ans. Là, Pierre-Antoine disait 7 ans, donc c'est quand même beaucoup. Donc, il faut vraiment du temps. Et il faut aussi, ingrédient de la réussite, c'est avoir de l'ouverture aussi. C'est-à-dire que ne pas rester arc-bouté sur son idée et sans vouloir prendre en compte l'idée de l'autre. Parce que j'aimais bien ce que disait tout à l'heure Pierre-Antoine aussi, c'est l'idée qu'il n'y a pas que 2 projets. Il y a le projet du repreneur, il y a le projet du cédant, mais il y a un 3e projet qui naît
en fait, à partir des échanges que vont avoir et le cédant et le repreneur, qui ne sera pas celui que chacun avait imaginé tout seul dans sa tête. Et c'est ça la force de l'échange. Donc, un ingrédient de la réussite, c'est vraiment cette capacité à partager, à échanger de façon très ouverte, sans s'arrêter sur une idée qui peut être énoncée par l'un en la prenant pour argent comptant. C'est-à-dire que très souvent, en fait, il faut effectivement accepter l'idée et puis prendre le temps de voir ce que ça fait et peut-être en rediscuter plus tard. Mais pas se braquer sur un truc qui au premier abord, nous déplairait et du coup pourrait être rédhibitoire en disant bon, bah, puisque c'est comme ça, on ne peut pas faire affaire ensemble. Je pense qu'il faut beaucoup plus de persévérance que ça et accepter que notre réflexion, elle évolue grâce à l'échange qu'il va y avoir avec l'autre personne. Oui, bien sûr. Je crois que c'est vraiment cette question d'ouverture, elle est essentielle. Et quand on a préparé la radio, vous me disiez aussi que accepter que la transmission d'hier, c'est plus celle d'aujourd'hui. Le contexte ayant changé, ça se passe plus de la même manière. Vous pouvez en dire un petit peu plus ? Oui, c'est-à-dire que si on parle tant de transmission aujourd'hui, il y a 10 ans, on n'en parlait pas encore autant, parce qu'en fait, on était encore sur le schéma de... les repreneurs sont encore dans un cadre familial ou assez proche, en tous les cas, de la famille. Aujourd'hui, on voit beaucoup arriver de nouveaux agriculteurs qui ont eu un parcours professionnel en amont conséquent, des jeunes qui sont diplômés, qui ont travaillé dans un autre secteur avant, qui peuvent avoir entre 30 et 45 ans, et qui ont une vision de l'agriculture aujourd'hui qui n'est pas celle qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, et qui vont vraiment participer à ce grand chamboulement de l'agriculture, cette transition énorme qu'on est en train de vivre. Et du coup, ils arrivent avec des idées et une vision de leur métier qui ne va pas être celle que le cédant a pu, lui, avoir pendant toute sa vie. Et du coup, c'est aussi des gros décalages. Et c'est important que les cédants se préparent aussi à ça et s'ouvrent à ça et prennent avec sérieux, en fait, les nouveaux arrivants pour voir que oui, ils vont certainement faire des choses autrement. Ça ne va pas être simple, ça va être dur aussi pour eux probablement, mais c'est leur choix, c'est leur ambition. Et donc, ça a forcément une place, quoi. Mais ça contribue, c'est à nouveau, là encore, rester très ouvert, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver des repreneurs comme moi j'ai été agriculteur. Ça sera un autre type d'agriculture, une autre façon de travailler, d'autres besoins qui vont être plus affirmés, besoin de vacances, besoin d'un vrai revenu, etc. Donc d'autres exigences et qui, pour certains cédants, peuvent paraître incohérents ou alors irréalistes. Mais c'est à chaque repreneur de faire en sorte que son intention devienne réalité. Ce n'est pas au cédant de s'occuper de ça, quoi. Oui, c'est ça. Et j'aurais voulu revenir quand vous disiez qu'il y avait besoin de temps, et puis Pierre-Antoine aussi en a parlé, dans les projets que vous avez accompagnés, pourquoi il a fallu parfois jusqu'à 5 ans, enfin, vous dites qu'il faut entre 2 et 5 ans, pourquoi aussi longtemps ? Pourquoi aussi longtemps ? Parce que c'est rarement le premier porteur de projet qui arrive qui est le bon. Parce que justement, le fait de rencontrer des porteurs de projet, ça permet aussi de mûrir son projet, à la fois pour le porteur de projet et à la fois pour le cédant. Et donc, c'est par la rencontre de plusieurs expériences que peu à peu, ça va pouvoir se faire. C'est comme quand vous achetez une maison quelque part, hein. Ce n'est pas la première que vous visitez qui est la bonne. Donc, il va falloir, ça demande du temps. Et puis, au fur et à mesure qu'on va se confronter à la réalité, on va aussi revisiter nos exigences et accepter des choses au bout d'1 an, 2 ans. On va accepter des choses qu'au début, on n'était pas prêt à accepter. Et parce que ça devient une évidence qu'il faut avoir de la souplesse pour pouvoir répondre pour que ce projet de transmission se réalise vraiment, quoi. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Le montant du capital à reprendre, par exemple, c'est énorme. Il y a un décalage là aussi énorme entre l'idée qu'on pouvait s'en faire tant qu'on n'avait pas rencontré encore de repreneurs et quand on s'aperçoit des moyens de financement que les repreneurs peuvent avoir, de la rentabilité possible de l'exploitation, de la capacité de remboursement, on voit bien que la valeur de reprise à la valeur patrimoniale, elle n'est pas réaliste. Donc, il faut réviser tout ça. Donc, forcément, ça demande beaucoup de temps. Oui. Merci Daniel. Je vais maintenant donc passer la parole à Pascal Soularue, si vous pouvez
ouvrir votre micro. On va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Pascal, est-ce que vous pouvez parler? Allez. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. On vous entend très bien. Alors, vous avez cédé votre exploitation en Corrèze. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement votre projet de transmission? Je vais un petit peu commencer par vous présenter un peu l'exploitation. Donc, je me suis installé en 1979 sur 18 hectares et nous avons augmenté progressivement l'exploitation jusqu'à 180. Ma femme travaillait à l'extérieur dans les années 2000 et en 2011, nous avons la possibilité de former un GAEC entre époux. On faisait de la limousine avec du broutard qui était exporté sur l'Italie. Donc nous élevions 120 mères et nous faisions à peu près 60 hectares de culture, du maïs, du colza, du blé. Et de cette union, on a eu 2 filles qui ont étudié autre chose et qui n'étaient pas du tout intéressées par l'exploitation. D'accord. Donc, l'âge de la retraite arrivé, mon épouse un petit peu avant moi. Donc, nous avons contacté le point accueil, installation, transmission de la Chambre d'agriculture de la Corrèze en janvier 2018. Et la conseillère de transmission nous a inscrits sur un site. Et puis rapidement, nous avons eu des contacts. Souvent, la structure faisait un petit peu peur de 180 hectares, mais nous n'étions pas propriétaires de tout. Donc, suite à notre départ, il y a des gens qui ont voulu vendre ou changer de… Donc, ce qui nous a permis d'installer 4 jeunes agriculteurs, dont 3 hors cadre familial, ce qui nous a fait énormément plaisir. Oui, j'imagine. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la dimension humaine est essentielle dans ce type de projet? La dimension, peut-être que quand je parlais de 180 hectares, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais en vitesse de croisière, il faut pratiquement autour de 150 hectares à mon avis. Ça m'appelle un peu, ça m'interroge un petit peu parce que je fais partie de pas mal de structures de CDOA, d'où ma responsabilité administrateur dans une banque, et je vois qu'il y a des petites structures qui sont à peine viables. Donc, ça me fait un petit peu peur de voir des petits projets qui, des fois, durent 5 ans. Et ça m'interroge un petit peu, quoi. Mais peut-être pas aller forcément sur des structures énormes, quoi. Et l'humain dans la transmission, vous êtes d'accord pour dire que c'était un élément essentiel pour la réussite du projet? Oui, il faut que tout soit… Bon, après, ça dépend du repreneur aussi. Ça dépend du repreneur, mais bon, nous avons pas miséré un petit peu, mais nous avons mis un peu la main à la pâte pour aider, parce que notre idée, c'était d'installer quelqu'un, parce que sinon, l'exploitation serait repartie en 1000 morceaux, il n'y aurait pas eu de souci pour louer, quoi. C'est pas là le problème, mais nous, on y a vécu, donc on voulait faire vivre une autre famille. Et après, j'ai peut-être mon côté un petit peu d'ancien maire qui dit qu'une nouvelle famille dans une commune serait assez intéressant, quoi. Donc après, pour vraiment l'installer, comme je dis des fois, il ne faut pas compter toute la vaisselle, il faut faire des concessions. Et c'est sûr que quand on arrive à la retraite, vu la grosseur disons, l'importance de nos petites retraites, on voudrait avoir que le panier qui soit plein d'œufs quand on s'en va, mais il faut penser aussi aux jeunes qui s'installent, sinon il faut lui faire voir le bon chêne au fond du pré avec la branche qui va bien.
Alors du coup, ça fait une transition avec la prochaine question. C'était, selon vous, quels sont les points de vigilance quand on doit céder son entreprise dans un projet comme celui-là? Il ne faut pas trop se presser, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Mais on est bien assisté par nos filles qui sont dans les pôles d'installation de transmission, mais il faut choisir la personne qui va reprendre, il faut savoir si on laisse tout ou pas tout. Comme moi, je peux vous citer un cas, la reprise de mes bâtiments et un petit peu de terre pour qu'il soit un petit peu chez lui, il en sera propriétaire dans 6 ans. Il verse un petit fermage et dans 6 ans, il sera chez lui. S'il avait dû le payer la première année, ce n'était même pas la peine de parler d'installation. D'accord, oui. Ok, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager, quelque chose qui s'est passé pendant le processus de transmission que vous voudriez partager? Non, ça s'est très bien passé. Où on a miséré, c'est que avec la fille qui faisait un petit peu le chiffrage, il a fallu refaire plusieurs modulations de plein de choses. Mais bon, ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que j'ai élevé des limousines et petit à petit, je vois des salaires. Donc, la couleur des vaches a changé. Donc, c'est un petit Cantalien qui est venu. Donc, ça me fait énormément plaisir et ça se passe très, très bien. Donc, de temps en temps, quand il a besoin, c'était le but que je me suis engagé dès le départ à l'aider. Mais j'y vais quand il me demande. Je ne suis pas dans ses pattes parce que vous savez bien qu'on ne travaille pas forcément. Comme la dame a cité tout à l'heure, je ne travaillais pas forcément comme lui, quoi. Donc, c'est normal. Très bien, merci Monsieur Soularue pour votre témoignage. Maintenant, on va procéder aux questions. Voilà, on a une difficulté à pouvoir joindre Monsieur Pouzet, donc on va voir si. Oui. Céline, si jamais tu as un numéro du téléphone, parce que celui que tu m'as fait passer apparemment ne marche pas. Martial n'arrive pas à se connecter à Zoom et par téléphone non plus. Si jamais tu en as un autre. Très bien, je vais me renseigner. Ouais, je vais essayer de voir ça. En attendant, je peux peut-être poser les premières questions qui me sont arrivées qui sont arrivées via le formulaire que tu as demandé. Alors du coup, il y avait une question sur la dimension collective de travail dans la transmission de l'exploitation. Comment maintenir, renforcer l'entraide, le relationnel, l'organisationnel dans cette étape? Je ne sais pas, peut-être. Allez-y, ceux qui sont intervenus. Daniel, peut-être, et puis sera complété par M. Soularue. Préserver le collectif de travail, c'est ça? On t'entend encore, ouais, on t'entend de loin, Daniel. C'est bizarre ça, excusez-moi. Alors, comment maintenir et renforcer l'entraide, le relationnel, l'organisationnel dans l'étape de collectif de travail dans la transmission? Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une étape de transmission dans un collectif, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau groupe. Et donc, je dirais, il faut reconsidérer ce nouveau groupe avec de nouvelles règles et se reposer la question de quels sont les objectifs de ce groupe maintenant. Et donc, on remet des choses à plat et on redistribue les cartes en quelque sorte. Donc, maintenir le collectif, ça va être, on prend le temps de questionner notre relation au groupe, ce qu'on veut faire ensemble et comment est-ce qu'on veut le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment parler de ça, quoi. C'est pas un sujet qui passe après avoir distribué le travail. Ouais, juste, Daniel, je te coupe parce que tu peux lever ou baisser ton micro, mais en fait, on entend ton souffle, donc ça fait... Ah, décidément, c'est compliqué. D'accord. Voilà, j'avais fini là pour cette partie-là. Ouais. Merci. Est-ce que Pascal voudrait compléter par rapport à cette question? Non, pas forcément. Mais c'est sûr que la communication est très importante. Disons que ce que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que sous l'exploitation, il y avait un salarié qui était un salarié de CUMA, donc qui conduisait uniquement le matériel de la CUMA. Et donc, il a fallu qu'il s'apprenne, le repreneur, à travailler avec un tiers, quoi, alors que lui était salarié avant, être patron d'un salarié. Donc, ça s'est très bien passé, mais bon, c'était une bonne expérience pour lui, quoi.
Très bien. Donc, apparemment, Monsieur Pouzet, Martial a réussi à nous rejoindre. Bonjour, Martial. Est-ce que, Martial, vous pouvez ouvrir votre... Martial, on te voit, mais tu n'as pas ton micro. Problème de connexion et problème informatique, ça fait beaucoup. Pardon. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Bonjour Martial. Donc on avait commencé à passer à la phase de questions, donc on va faire une pause dans les questions et donc revenir sur votre témoignage. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si, il est ouvert. On vous Donc, entend. là, je ne sais pas si vous m'entendez du coup, mais le micro est allumé. Là, on vous entend, c'est bon. Si la connexion est mauvaise, Martial, vous pouvez peut-être couper votre caméra, ça facilitera le débit. Bonjour. Bonjour Martial, est-ce que vous pouvez nous parler pour qu'on voit si ça fonctionne? Je pense qu'on va avoir des difficultés à interviewer Martial. Martial, est-ce que vous pouvez nous parler? Elsa, en attendant, est-ce qu'il y avait d'autres questions qui avaient été posées? Ou sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, tout à fait, Céline. Il y avait des questions sur excusez-moi, l'intervention. alors là, j'entends un mot sur 4. D'accord, on va essayer de voir si ça fonctionne là tout de suite. Donc, vous êtes conseiller de transmission à la Chambre d'agriculture de Charente. Quel est votre rôle en tant que conseiller dans le processus de transmission? Non, je pense qu'on va avoir des difficultés avec Martial. Elsa, je te redonne la main sur les questions. Merci, Céline. Donc, il y avait une question sur le degré d'intervention des frères et sœurs de celui qui reprend, même si la discussion a d'abord lieu avec les parents. Donc, je ne sais pas, peut-être la question d'ordre général, c'est quel peut être le degré d'intervention avec la famille élargi, on va dire. Est-ce que vous avez des conseils, ceux qui sont intervenus? Daniel, Monsieur Soularue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le degré d'intervention. Ce qui est important, c'est que l'ensemble de la famille soit à un moment ou à un autre consulté. Daniel, on t'entend de très loin. Voilà. Alors, est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui. Bon, voilà. Donc, je disais, ce qui était important, c'est que l'ensemble de la famille soit consulté au moment de la transmission. C'est-à-dire que si le cédant, si l'agriculteur en place envisage de rechercher un repreneur hors du cadre familial, il est important qu'il en ait parlé à sa conjointe et à ses enfants. Parce qu'il n'est pas rare non plus que des enfants, tout d'un coup, même s'ils ont une situation professionnelle en place, il n'est pas rare qu'un enfant réalise qu'il n'a pas envie de laisser partir le patrimoine et qu'il crée un projet pour reprendre l'exploitation familiale. Donc ça, il faut avoir clarifié tout ça avant de faire venir des porteurs de projets, pour pas qu'un porteur de projet commence à s'intéresser à l'exploitation et puis 6 mois plus tard, on s'aperçoit, bah non, il y a le fils ou la fille qui va vouloir reprendre. Donc ça, c'est se mettre d'accord déjà sur qu'est-ce qu'on fait de la ferme. Et puis, il y a aussi, quand on est sur les négociations financières, jusqu'à quel niveau on est capable d'accepter la négociation? Oui, effectivement. Monsieur Soularue, est-ce que vous voulez compléter par rapport à cette question? Oui, mais je suis d'accord avec. Mes filles étaient totalement au courant de tout ce qui s'est passé et tout. Il était hors de question qu'elles reprennent. C'est elles qui nous ont décidé un petit peu, quoi. Oui, d'accord.
Elsa, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, tout à fait. Il y avait une question sur comment mettre à l'aise son repreneur éventuel. Peut-être Monsieur Soularue, comment vous avez mis à l'aise votre repreneur? Bon, déjà, avec un bon contact, disons, la première rencontre autour d'un café, quelque chose d'amical. Après, autour d'un repas, parce qu'il venait du Cantal, donc chaque fois qu'il visitait ou qu'il avait rendez-vous avec la Chambre d'agriculture de la Corrèze, nous l'invitions à notre table et tout, il n'y avait pas de souci. Et puis, bien faire comprendre que on était là pour. Et bon, après, c'est pas qu'on est des personnes âgées, mais bon, il avait pratiquement l'âge de mes filles, donc c'était comme si j'installais quelqu'un de notre famille, quoi. Oui, donc beaucoup de convivialité. Oui, 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 mais c'est très important, déjà mettre à l'aise tout le monde, quoi. Mais on a gardé, moi je tutoie et lui, on a gardé le vouvoiement. Je pense qu'il faut être copain, mais il y a des distances à respecter. Oui, c'est sûr. Il y a une autre question. Oui, une question de M. Ponce. La transmission des liens exploitation avec l'extérieur, c'est une question sur la transmission du coup de ces liens, avec notamment les CUMA, l'entraide, les propriétaires des terrains, collègues, agriculteurs. Comment avez-vous fait? Peut-être M. Soularue, parlez-nous justement de tous ces liens, ces partenariats que vous aviez mis en place. Comment vous avez fait pour les transmettre? Bon, là, ça, on a été aidé un petit peu par les filles de la Chambre d'agriculture, mais bon, dans le package qu'il il y avait le salarié à reprendre, c'était des conditions, et à reprendre toutes les parts dans les CUMA respectives, quoi. Donc, il y avait beaucoup de matériel en CUMA, donc automatiquement, il était pratiquement obligé de reprendre certaines parts, quoi qu'il y a du matériel petit à petit qui ne va plus l'intéresser, mais petit à petit, il pourra se désengager et récupérer les parts sociales que je lui ai vendues. Mais sinon, ça s'est très, très, très bien passé. Bon, au début, comme je disais tout à l'heure, ça choque un petit peu d'avoir un salarié en s'installant, mais maintenant, il est demandeur de main-d'œuvre, donc il s'aperçoit que ce n'est pas anodin, quoi. Peut-être pour développer, quel rôle précisément avez-vous joué, vous, dans cette construction de lien entre le repreneur et les partenaires? Bon, déjà, il faut le présenter lors d'une assemblée générale de CUMA. Bon, ce n'est pas des très grandes CUMA, donc dans la CUMA où il est vraiment impliqué avec un salarié, ils sont 5 à se partager le salarié. Donc après, c'est une entente qui se passe très très bien, mais bon, après, il faut faire la transition, il faut le présenter, et puis non, mais sinon, ça s'est très bien passé. Il a été très, très vite adopté. Ok, merci. Daniel, peut-être tu as des éléments à ajouter sur… J'allais redire là ce que M. Soularue vient de dire. Il faut le présenter. Il faut le présenter aux voisins, à toutes les personnes avec qui vous travaillez, pour voilà, comme étant le repreneur et voilà, la nouvelle personne avec qui ils vont avoir à travailler. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Elsa? Oui, nous en avons une dernière sur comment chacun peut se projeter dans l'avenir. C'est une grande question. Pas que pour les cédants-repreneurs. Mais là, on va se cantonner aux cédants-repreneurs. Comment se projeter dans l'avenir? Alors peut-être on peut commencer par Pascal. Voilà, comment vous avez réussi? Vous vous y êtes pris un peu en avance. Vous avez anticipé votre projet. Comment vous avez réussi à vous projeter dans l'avenir? Bon, après, on se projette. Bon, disons, quand on sait, c'est qu'on est encore un petit peu jeune et c'est agréable le matin de regarder par la fenêtre et de ne pas aller soigner ses bovins. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, bon, j'ai reçu beaucoup de jeunes pour
pour les installer. Donc après, j'ai choisi un petit peu. Mais il arrivait un moment où je trouvais que ça allait pas assez vite. Je voulais tourner la page, quoi. Mais bon, il ne faut pas non plus… Mais sinon, non, c'est très, très bien. Il n'y a vraiment pas de problème dans l'avenir. Après, bon, il faut dire que je n'ai pas tout à fait coupé les ponts parce que, étant donné que je n'ai pas l'âge de la retraite, j'ai une petite entreprise de travaux agricoles, donc de récolte et de pressage de foin. Donc, je me considère encore dans le monde agricole, quoi. Oui, oui, c'est sûr que ça aide à la transition. Oui, tout à fait. Mais je pense que toute personne qui cesse, il faut qu'il garde quelque chose, qui rentre dans des associations ou qu'ils aient un grand jardin, qu'ils fassent quelque chose. Parce que moi, on m'avait conseillé, on me disait que c'était dommage de rester sur place, quoi, de voir passer mes tracteurs et avec pas moi au volant. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Peut-être Daniel, juste si elle veut ajouter des choses sur des outils ou des méthodes pour se projeter dans l'avenir, Daniel. Oui, se projeter dans l'avenir, moi je le vois un petit peu sous deux facettes. Il y a l'avenir à plus long terme et l'avenir à court terme. C'est-à-dire à plus long terme, c'est plutôt, quel que soit le porteur de projet ou le cédant, ça suppose qu'on est à un tournant et on est en train de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant ? Donc, selon là où on en est dans notre carrière professionnelle, voilà, comment j'imagine ma vie maintenant, qu'est-ce que je veux réaliser, quelles sont mes aspirations profondes, qu'est-ce que j'aimerais vraiment avoir réalisé avant ma fin de vie, etc. Enfin, voilà, ce à quoi je crois vraiment, qui donne un peu la ligne de conduite, qui donne le cap à tenir. Et puis ensuite, il y a plus concrètement être sur… à moyen terme, qu'est-ce que je veux avoir réussi, qu'est-ce que je veux déjà avoir fait dans 2 ans, dans 5 ans. Je serais satisfait de moi si j'ai réussi telle chose, et pouvoir être dans le concret des choses pour être sûr de les mettre en œuvre, en fait. C'est vraiment l'intérêt de se fixer des objectifs, en fait. Si je me fixe pas d'objectifs, je ne sais pas comment j'avance. Et par contre, si j'en fixe et que je les mesure, ces objectifs, ça donne vraiment justement la mesure de ces étapes franchies et toutes les réussites qu'on peut avoir fait et qui va être un encouragement à poursuivre ou à rectifier. Peut-être qu'il y a des objectifs qui justement ne sont pas atteignables et il va falloir les réajuster. Donc, je crois que c'est comme ça. Enfin, se projeter dans l'avenir, pour moi, c'est ça, parce qu'on ne peut pas se projeter non plus à 10 ans, 15 ans. Personne ne fait ça. Enfin, c'est complètement… oui, bien sûr. Ça donne le vertige, on ne peut pas faire. Par contre, à 2 ans, 5 ans, c'est un peu plus facile. Oui, effectivement. Je vous propose, comme a priori on a fait le tour des premières questions qui étaient posées, n'hésitez pas à en poser d'autres dans le chat, en cliquant sur le petit bouton converser ou discussion que vous avez en bas. Je vous propose qu'on essaie de revenir à Martial qui a priori nous entend mieux et qu'on essaie de lui donner la parole. Martial, est-ce que vous pouvez allumer votre micro et voir si on peut converser avec vous ? Alors, le micro est allumé normalement. Ah, très bien. Alors, la première question que j'avais pour vous, c'était quel est votre rôle en tant que conseiller dans le processus de transmission ? Le rôle que l'on a, il est de préparer les exploitants à les accompagner sur leur cessation d'activité. Et c'est quelque chose qui prend entre 3 à 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement intellectuel, il y a le fait d'arrêter. Ça, c'est une chose, mais il y a un cheminement intellectuel à avoir. Comme le disait Florence tout à l'heure, il est important pour pouvoir arrêter, c'est de se projeter sur le après. Parce qu'effectivement, tant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après, c'est compliqué d'arrêter ce qu'on fait alors qu'on adore ce qu'on fait. Oui. Donc, il y a, je dirais je scinde ça en 2 phases. Il y a une phase qui dure 2 à 3 ans, qui est sur la réflexion, l'anticipation, poser des jalons pour l'arrêt d'activité. Et les 2 dernières années où on est plutôt dans l'action. Et là, on est plutôt dans le domaine de ce que c'est faire l'agriculteur, c'est-à-dire j'ai une exploitation, elle vaut combien, j'ai combien de terrain, j'ai quoi comme matériel, et là, j'ai quoi comme démarche auprès de l'administration. On est dans ce qu'il a l'habitude de faire, alors qu'avant, sur la phase d'avant, on est sur de l'humain.
Et l'agriculteur n'a pas forcément l'habitude de se livrer sur ses besoins à lui. Il a toujours parlé des besoins de l'exploitation. D'accord. Bah, justement, sur cet aspect humain, est-ce que vous auriez un exemple dans les projets que vous avez accompagnés pour illustrer le thème d'aujourd'hui, donc l'importance de l'humain dans la transmission? Oui, j'ai fait un accompagnement d'une société. Ils étaient 4, père, mère, fils et belle-fille. Les 2 parents partaient en retraite à 2 ans d'intervalle. Donc, c'est une structure avec 90, enfin, pour situer un peu la charge de travail, 90 hectares, 300 chèvres, la moitié en transformation, vente directe, et l'autre moitié en laiterie, et une salariée sur la structure. Donc, l'idée, c'était de préparer le départ des parents, mais c'était un fonctionnement familial. D'accord. Donc, basé beaucoup sur les non-dits. Les choses se faisaient, mais c'était pas clarifié, parce que dans la famille, en général, on ne clarifie pas, on fait, mais on ne clarifie pas les choses. Et en creusant, parce que l'idée, c'était de trouver une tierce personne qui pouvait remplacer d'abord le père. C'est le père qui avait mis l'exploitation en place. Son épouse est arrivée juste un cran après. Et après, le fils et la belle-fille sont arrivés. Donc, il y avait un fort attachement des 2 futurs retraités à l'exploitation, parce que c'était leur bébé, entre guillemets, hein, c'est ce qu'ils avaient mis en place, et de passer la main à quelqu'un qui n'était pas de la famille, c'était pas aussi facile que ça. Le bureau de la société, parce que c'était un GEC, était forcément dans la pièce à côté du salon, dans la maison, parce que les parents habitaient sur place. Il était vraiment dans un fonctionnement très, très familial. Donc, on a mis plus de 2 ans à, je veux dire, entre guillemets, casser ce fonctionnement familial pour réussir à tendre vers un fonctionnement d'entreprise avec des bureaux sur l'exploitation et non chez un des associés. Faire prendre conscience qu'il y avait un après pour l'exploitant qui allait arrêter. C'est une étape qui est difficile, c'est je fais quoi après. Et du coup, quand il a eu son projet sur le après, qui était entre autres la construction d'une nouvelle maison, parce qu'on a fini par lui faire prendre conscience qu'il ne fallait pas qu'il reste sur place, qu'il était à 40 mètres de la chèvrerie. Mais il a eu son projet de construction de maison qu'il a bien occupé. Et du coup, il s'est détaché avec ce projet-là. Il s'est mis en phase et on a pu travailler sur la transmission. Il est arrivé d'une tierce personne sur l'exploitation, mais on a fait un parrainage également pour assurer le tuilage entre son savoir-faire, parce que c'est important aussi qu'il y ait une reconnaissance du savoir-faire de celui qui part. Oui. Il y a un aspect financier, bon, il y a des parts sociales ou du matériel à racheter, voilà, il y a forcément un aspect financier, mais la reconnaissance sociale ne se calibre pas, ne se quantifie pas, mais elle est très importante d'ailleurs pour tout le monde, mais encore plus quand on part en retraite, parce que c'est toute une page qu'on tourne, toute une carrière, c'est 30-40 ans d'activité. Donc effectivement, ce volet-là, il est important de le faire sereinement et pleinement. Merci. Quel conseil vous donnez aux agriculteurs, aux porteurs de projets que vous accompagnez? Alors, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est de ne pas être pressé. Oui. Parce que quand on a un projet, quelles que soient les personnes qui ont le projet, on est toujours pressé de le mettre en place. On a tendance à vouloir des fois aller un peu plus vite que la musique. Mm-hmm. Et ce n'est pas forcément bon. Faut laisser du temps au temps. Alors, il ne faut pas perdre de temps dans ce qu'on fait, mais il faut laisser les choses se décanter un petit peu. S'installer ou transmettre, c'est très long. Pour moi, moins de 2 ans, c'est compliqué de faire une bonne transmission ou une bonne installation. Ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir des jalons, parce que 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, ça peut être long. On a l'impression de piétiner, de ne pas avancer dans son projet. Donc, c'est important de mettre des étapes avec des mini-objectifs, entre guillemets, mais qui sont importants pour avancer, mais qui permettent de voir qu'on avance. Parce que des projets aussi longs que ça, les agriculteurs n'ont pas forcément l'habitude d'en avoir. D'accord. Un projet de bâtiment, on fait construire le bâtiment, 8 mois après, le bâtiment il est là, et puis on change de projet, quoi. Mm-hmm. Sur la transmission, sur l'installation, c'est quand même autre chose. Donc, il faut savoir être patient. Et quand il y a une mise en relation, comme c'était le cas de l'exemple-là, si j'ai bien compris, la vitesse d'avancement de l'un ne correspond pas forcément à la vitesse d'avancement de l'autre. Oui. Donc, c'est là où il y a besoin d'une tierce personne pour réguler un petit peu ça aussi.
les attentes de chacun et le timing de chacun. Très bien. Mais merci beaucoup, Martial. Je pense que c'est ce qu'on retiendra de cette heure qu'on vient de passer. C'est vraiment voilà, la nécessité de prendre du temps pour ce projet, que ce soit pour le cédant ou le repreneur. Voilà, vraiment, ça a été dit avec différents mots, de différentes formulations, mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est de prendre du temps pour voilà, créer le projet, le partager, échanger. Avec le cédant, le repreneur, la famille, voilà, présenter l'entourage de travail, de voisinage. Effectivement, il faut du temps pour faire tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser à Martial? Voilà, une dernière question. Quelqu'un qui serait frustré si on ne lui donnait pas la parole. Il peut ouvrir son micro, éventuellement sa caméra et poser la question en direct. Et si pas de questions, eh ben, on clôturera la radio. C'est bon? Personne n'a une question brûlante? Personne n'est frustré, c'est bon? C'était ce que je voulais vérifier. Très bien, bah, écoutez, cette 5e radio bien-être touche à sa fin. Merci beaucoup à Pierre-Antoine, Pascal, Martial et Daniel. On a réussi à écouter tout le monde comme prévu. Merci pour vos témoignages, votre participation, votre disponibilité aujourd'hui. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir posé des questions pour enrichir les échanges. Vous retrouverez prochainement un compte-rendu de la radio sur notre site internet ainsi que le replay. Donc cette radio, je voulais préciser, donc, a été réalisée avec l'appui de Elsa Ebrach qui vous a posé des questions, Muriel Astier, Antoine Carré qui sont restés dans l'ombre mais qui étaient aussi parmi nous, et Pauline Mendes qui font tous partie de l'équipe projet bien-être et relations humaines à Tram. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et vous disons à bientôt pour la prochaine radio bien-être. Bon après-midi à tous.